Bonjour à tous. Merci de participer à cette réunion de facture électronique. Euh, du coup, aujourd'hui, on a décidé de faire des réunions avec des secteurs d'activité, non seulement pour que lorsque vous posez des questions, la question de la personne d'à côté on va dire le même secteur d'activité, ça peut vous bénéficier, et puis vice-versa. Et nous, on vous fait une présentation qui les généralités et qu'on vient un petit peu préciser en fonction de ce secteur d'activité aujourd'hui, négoce et prestation de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas question de vous parler de comment on doit faire le médecin généraliste, comment on doit faire, j'ai envie de dire, l'auto-entrepreneur. Donc, la présentation aujourd'hui va être assurée par Clara Bouteille. Et puis, j'interviendrai sur des petits moments pour préciser ou pour illustrer certaines choses. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et je laisse la parole à Clara. Donc aujourd'hui, l'objectif de la réunion, c'est de voir le calendrier et les échéances, comprendre la réforme, voir les impacts sur le secteur négoce et prestations de services et voir comment va fonctionner la facture électronique dans Penny Lane. Il va y avoir deux échéances principales, donc celle du 1er septembre 2026 où vous êtes concerné par la réception des factures. Et ensuite, au 1er septembre 2027, vous serez concerné par la réception et l'émission des factures. Il va y avoir, pour toute facture qui sera, pour l'émission des factures, toute émission de facture électronique qui ne sera pas faite, il y aura des amendes de 50 € par facture prévues. Et ensuite, pour l'absence de mise en place d'une plateforme agréée, il y aura une mise en demeure, puis 500 € d'amende et ensuite, tous les 3 mois, 1 000 € d'amende jusqu'à ce que vous adhériez à une plateforme agréée. Toujours un moyen dissuasif, hein, c'est-à-dire que quand il y a une obligation, l'État, forcément, il sanctionne celui qui ne remplit pas son obligation. Sinon, ce n'est pas une obligation. En tout cas, il est obligé de légiférer sur le fait de ne pas faire. Donc, on n'a pas trop de... Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel sera le délai. On pense que l'administration fiscale, elle n'a pas non plus une capacité d'action qui est ultra rapide. C'est-à-dire qu'on pense que jusqu'au 31 décembre, ça sera pas appliqué, ces pénalités. Mais vous voyez que ça peut vite chiffrer. Et en tout cas, c'est assez dissuasif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser on va dire, quoi. En tout cas, voilà, les personnes qui seraient complètement contre ou qui disent ça va être repoussé, là aujourd'hui, on ne pense pas, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, ça y est, c'est en place, c'est parti. Les pilotes de facture électronique fonctionnent. Mais en tout cas, à chaque obligation que l'État fait, il légifère sur une sanction. Et ça, j'ai envie de dire, c'est des principes pour que ça soit appliqué. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'application. Donc voilà, sur les sanctions que vous aurez expliqué Clara, c'est quelque chose qui vont être au long cours, d'accord, par trimestre, j'adhère pas, du coup, je suis sanctionnée. Donc ça, attention, le calendrier, il est ce qu'il est. On ne sait pas le timing des impôts pour aller sanctionner. On pense qu'ils vont nous laisser tranquille 3-4 mois. Et puis qu'après, ça va commencer, quoi. Que 2027, ça devrait commencer. Donc, les objectifs principaux de la réforme, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA en renforçant la traçabilité des opérations, fluidifier les flux entre les sociétés, simplifier les obligations déclaratives de TVA et obtenir une meilleure connaissance de l'activité des entreprises en temps réel. Aujourd'hui, l'État, vous envoyez des déclarations de TVA, d'accord? Les déclarations de TVA sont soit mensuelles, soit trimestrielles, soit annuelles. Et après, vous envoyez un bilan. Nous, c'est Vertical qui se charge de faire ça. L'État, il reçoit cette information à chaque fois, d'accord? Quand on envoie une déclaration de TVA aujourd'hui mensuelle, l'État reçoit une information de chiffre d'affaires et une information de TVA à déduire. Là, ils vont recevoir tout au long de l'année, c'est-à-dire jour par jour, toutes les factures qui sont échangées entre votre société et leurs fournisseurs et vice-versa. Donc, au fil de l'eau, ils auront connaissance. Si, au niveau de la TVA, par exemple, au niveau mensuel, on ne déclare pas tout, alors qu'eux, ils ont une visu sur tous les flux qu'il y a eu dans le mois, il faut bien comprendre que les systèmes des impôts, ils sont en train quand même
de se mettre avec de l'IA, d'arriver à beaucoup recouper de la donnée, ils sont en train de nous contrôler, ils sont en train de nous fliquer, hein, si je peux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos comptas, elles partent pas automatiquement tous les ans, tous les mois sur les services des impôts. Mais là, avec cette réforme-là, on peut se dire dans 2-3 ans, en fait, ils auront connaissance de tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils auront connaissance au fil de l'eau du chiffre d'affaires que vous réalisez en émission et de ce que vous achetez en réception. D'accord? Donc, ils viennent, c'est du contrôle. Et pourquoi ce contrôle? Et Clara vous l'a dit en premier lieu, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Je vais juste citer une statistique, c'est que l'Italie a mis la facture électronique en place en 2020. En 2020, c'était les confinements de Covid. L'Italie a été très touchée très tôt à confiner ses populations et à fermer les magasins. Pour autant, l'État italien a récupéré 5 millions de plus de TVA. Donc, sur l'année 2020, par rapport à l'année d'avant, où tout était ouvert. Donc, on sait, alors on n'est peut-être pas aussi latin que les Italiens. Voilà, on n'est peut-être pas, voilà, on a peut-être des habitudes un peu moins marquées sur le travail dissimulé, sur les recettes qu'on ne déclare pas, qui sont le black, qu'on va appeler le black. Mais en tout cas, l'État regarde et a des exemples juste à côté de chez nous, comme quoi ça va rapporter de la TVA, quoi qu'il arrive. Et cette TVA-là, cette facture électronique, où chez nous, on n'y est pas, mais il faut savoir qu'au Brésil, ça fait 20 ans qu'ils ont de la facture électronique. Il y a plein de pays qui fonctionnent avec de la facture électronique depuis très longtemps. On a des grands changements comme ça de fonctionnement, on va dire, des communications à l'administration fiscale. Vous aviez à l'époque, vous savez, le prélèvement à la source. Prélèvement à la source, c'est un petit peu la même histoire que la réforme de la facture électronique. Ça a été une nébuleuse qui a été retardée. Aujourd'hui, on peut dire que le prélèvement à la source, ça marche très bien. Aujourd'hui, l'État s'est simplifié la vie. Au lieu de collecter de l'impôt auprès de 35 millions de foyers fiscaux, il collecte auprès de 4 millions d'entreprises. Et ça, il s'est simplifié la vie en divisant par 10 le nombre de personnes. Alors après, il y a toujours les déclarations, les reliquats. Mais pour collecter l'impôt tous les mois, ce sont les entreprises. Et ça fait beaucoup moins d'interlocuteurs. Et là, l'État fait un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il vient dire aux entreprises, allez, maintenant, tous ces flux que tu me déclarais une fois par mois, une fois par an, tout ça, maintenant, on va les déclarer au long cours. Donc, c'est les effets des progrès technologiques qui permettent de faire ça, d'accord? Vous, s'il y en a qui travaillent avec l'administration, par exemple avec des collectivités, vous avez l'habitude du portail Chorus. La facture électronique, il faudra y voir comme le portail Chorus. En tout cas, première chose, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Ça, c'est un objectif qui est quasi affiché. Et ensuite, bien sûr, moderniser le système de transfert des données entre entreprises. Donc, on va voir à quoi correspond une adresse de facturation électronique. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, la première qui va être la plus utilisée, ça sera le SIREN pour toutes les entreprises qui disposent d'un seul circuit de transmission des factures. Ensuite, il y aura le SIRET pour les entreprises qui disposent de plusieurs magasins, par exemple, chacun gérant ses achats. Et après, il y aura le cas du SIREN avec un suffixe, donc qui correspond à un mot ou à une suite de caractères de votre choix. Elle sera utile pour les structures qui utilisent 2 ERP et ou pour les activités bien distinctes. Je vais vous faire un exemple sur les factures de l'atelier et les factures de frais généraux, par exemple. Je te le fais. Si vous avez, par exemple, des entreprises un petit peu cossues, sur lesquelles, par exemple, les factures qui vont pour de la fabrication industrielle, c'est-à-dire que les pièces sont achetées, doivent être validées par un responsable d'atelier, ou voilà, vous avez ces factures qui peuvent être des factures un peu métiers, on va appeler métiers. On achète des pièces pour faire notre production, et puis à côté, on a les factures de frais généraux. Par exemple, là, les factures de téléphone, les factures... Bon. Vous pouvez avoir un ERP pour gérer vos pièces, d'accord? Parce que ça gère votre stock, ça va gérer un certain nombre on va dire, pour le process de production. Vous pouvez tout à fait dire, on peut avoir plusieurs adresses, de dire, moi, les factures qui vont à l'atelier, je veux qu'elles arrivent sur telle plateforme, d'accord? Et cette plateforme, elle est reliée à l'ERP, d'accord? Et par contre, pour les factures de téléphone, de loyer,
de location de voiture, de tout ce qui va être un peu frais généraux, ça peut aller directement sur une plateforme qui est pluguée à ma compta. D'accord? Ça c'est une possibilité. Et donc, l'État vous permet de faire ça, vous permet d'avoir ces deux tuyaux qu'on peut brancher, on va dire, dans les plateformes agréées. Et ça, c'est vraiment sur des utilisations un peu spécifiques. Si vous n'avez pas forcément, il ne faut pas se compliquer la vie, d'accord? Mais il faut penser à cette utilisation spécifique, c'est que vous pouvez avoir plusieurs adresses de réception, mais par défaut, on n'en a qu'une. Et par défaut, c'est le sirène. D'accord? C'est votre sirène. Donc là, ça sera le plus répandu, hein, on va dire, où il y a un tuyau qui se branche là, et on aspire avec ce sirène. Si on veut brancher deux tuyaux, on va brancher deux tuyaux, et il faudra aller dire à nos fournisseurs, ah ben moi, toi, tu me vends des pièces, donc tu m'envoies sur le sirène plus une suite de caractères, par exemple, sirène et suffixe, ça c'est vous qui choisissez. Et ben, moi, je dis par exemple, c'est mon sirène et atelier derrière. Et puis à côté, j'ai mon sirène et généraux, très généraux par exemple. Ça, c'est vous qui décidez. D'accord? Les deux adresses, ces deux adresses-là permettront de récupérer, mais il va falloir communiquer la bonne adresse à chaque fournisseur, ça va voir là où vous voulez que ça reçoive. Ça, c'est une particularité. Dans la plupart des cas, on sera sur une adresse unique, le sirène, qui reçoit les factures électroniques. Donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Alors, vous allez entendre parler surtout du format facture X, qui comprend un format PDF et un format XML, mais après, vous pouvez avoir d'autres noms, UBL ou C2I, mais c'est la même chose, en fait. Une facture électronique, en tout cas, ce n'est pas un PDF, donc une facture reçue par mail avec un seul PDF, ce n'est pas une facture électronique. Il faut bien qu'il y ait la combinaison des deux, du PDF et du XML. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme agréée? Donc, une plateforme agréée, c'est l'intermédiaire agréé par l'État pour l'échange de factures électroniques. Il garantit la conformité avec la réforme de la facturation électronique. Il est connecté à l'annuaire public, permet d'identifier automatiquement le destinataire d'une facture électronique et d'assurer son acheminement vers la bonne plateforme. Pour en adopter une, il vous suffit de signer le mandat. Donc, vous êtes très nombreux à avoir déjà signé le mandat, mais si ce n'est pas le cas, voilà, vous pouvez vous tourner vers le collaborateur pour vérifier que votre mandat est signé. On peut revenir sur le point d'après, Celui-ci? Ouais. Oui, tout à fait. Donc on a une personne en présentiel qui nous demande de revenir juste sur le slide d'avant. Une facture électronique, du coup, il y a un format qui est très répandu, c'est le Facture X. Facture X, c'est la combinaison. Ça va faire deux petits fichiers. Un fichier PDF, pour qu'on puisse lire la facture, pour que vous et moi, on puisse lire la facture, celui qu'on a l'habitude aujourd'hui. Et il y aura aussi un fichier XML. Un fichier XML, c'est comme un petit fichier Excel. Et dedans, la donnée, elle est structurée. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui a été donné. Et ils ont dit, dans la première ligne, tu mets le nom du fournisseur. Dans la deuxième ligne, tu mets son sirène. Dans la troisième ligne, tu mets le hors-taxe. Dans la quatrième ligne, tu mets la TVA. Et on a, on va dire, un cahier des charges. C'est-à-dire que ça, c'est pour la lire. La facture PDF, c'est pour qu'on la puisse la lire comme aujourd'hui. Mais dans la facture électronique, il y aura aussi un petit format XML où ils auront rangé la donnée. Et ça, c'est pas très dur technologiquement. Ils auront rangé la donnée et tout le monde doit la ranger dans le même ordre. Et ces deux petits fichiers-là, sur chaque facture, vont donner ce facture X. C'est vraiment la combinaison des deux. D'accord? Comme ça, une fois que ça va arriver sur la plateforme, on va refaire un petit schéma par rapport à la slide d'après. On va savoir où est-ce qu'il faut l'arrêter. Le PDF, c'est juste pour qu'on puisse la lire. D'accord? Parce que y a des détails, il y a des choses. Mais dans le format XML, il y a tout ce qu'il faut en termes d'information, sauf que c'est une donnée qui est tout à la suite, qui est pas très lisible à l'œil. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est le combo des deux là. L'idée, c'est que ça, c'est de la technique, hein, mais c'était pour vous expliquer un petit peu si vous avez, il y a des très gros fournisseurs, par exemple, qui sont en UBL là. J'ai entendu un gros fournisseur de pièces, comme un Richardson, comme un grossiste, un gros grossiste de matériel, mais c'était pas Richardson, qui est en UBL parce que ces formats de facture électronique, la grande surface, elle les utilise depuis très longtemps.
Donc, il y a des gens qui sont déjà dans des systèmes qui émettent des formats UBL ou C2I. Mais ça sera plutôt les gros acteurs. Tous les petits acteurs, et quand on dit petits acteurs, c'est finalement entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on balaye quand même, hein. On balaye, vont être en facture X quasiment. Il parle de 98% qui seront en facture X. Aujourd'hui, en tout cas, Pennylane, qui est la plateforme agréée qu'on a choisi de vous proposer nous, on propose cette plateforme, on vous accompagne là-dedans. Par contre, ce n'est pas du tout une obligation, d'accord? Si vous, il y a une plateforme qui est mieux pour votre métier, on peut passer par une autre plateforme, parce qu'ensuite, les plateformes doivent se parler. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, les acteurs un peu généralistes comme Pennylane ont choisi du facture X. Voilà. Du facture? X, le format facture X. D'accord. PDF plus XML. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est de la technique. Normalement, ça doit être transparent pour vous. Vous ne devez pas avoir à vous occuper de ça. Vous voyez le PDF. Et ça va continuer comme ça. Mais pour qu'elle rentre bien dans les systèmes, elle va être comme ça, quoi. Alors, ça veut dire que quand on utilise déjà Pennylane, nous, on ne change rien. Vous ne changez rien. Ah bah alors, ok. L'idée, c'est que nous, on a attaqué très tôt la transition. Donc, Pennylane, on a changé de logiciel pour arriver sur un outil qui sera, on va dire, efficace sur la partie facturation électronique. Pennylane, quand on a changé, nous, ça fait 3-4 ans, entre 3 et 4 ans qu'on a changé de logiciel, on vous a tous emmenés petit à petit pour le changement, pour être prêt. Pour être prêt pour le 1er septembre et pas se poser la question. D'accord? Et que vous ayez déjà, on va dire, apprivoisé l'interface. Et là, on va juste rajouter une petite brique, parce qu'on va vous faire voir après ce qu'il faudra faire en plus. Ok. Je vais juste revenir là sur ce que Clara vous expliquait sur la plateforme agréée. Juste pour vous faire l'histoire, pour que vous compreniez ce qui s'est passé, c'est que là, on est en 2026. Jusqu'à fin 2023, donc assez tard, vous voyez, l'État avait dit, moi, je vais te faire un PPF, un portail public de la facturation. Donc, tu pourras échanger tes factures dessus et ça sera gratuit. Donc, comme un chorus, d'accord? C'est pas très pratique, mais ça fait le boulot. Et puis, fin 2023, ils ont commencé à dire, bon, on n'arrive pas à faire le PPF. Ils ont dépensé, à mon avis, pas mal d'argent. Et ils ont dit, ben, on n'arrive pas à faire un chorus puissance 50, quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de factures qui s'échangent que celles avec le secteur public. Donc, en 2023, ils disent, bah, on ne pourra pas faire le PPF. Par contre, on va donner des agréments à des sociétés de logiciels pour qu'elles fassent les plateformes agréées, d'accord? Pour qu'elles se loguent. Aujourd'hui, on a 115 plateformes qui ont l'agrément. Depuis le 1er mars 2026, il y a un pilote de la facture électronique dans lequel les plateformes peuvent faire des tests, sauf qu'on a 17 plateformes qui font des échanges. Donc, on en a 115 qui ont un agrément, et pour l'instant, on en a 17 qui fonctionnent. Donc, la réforme, elle est maintenant dans 1 mois et demi. Ça va, à mon avis, ça va s'accélérer, d'accord? Mais on sait que sur les 17, il y a Pennylane, puisqu'on a, nous, des clients qui sont dans le pilote. Donc, on sait que ça fonctionne. On a pu voir un petit peu fonctionner, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, pour l'instant, émettent des factures électroniques. Mais on en a vu quelques-unes arriver. Ce qu'a gardé l'État, l'État a dit, je ne te fais pas le PPF, mais par contre, je garde la main sur l'annuaire. Donc ça, c'est l'État. Ça, c'est pas un truc privé, c'est pas, voilà. Et quand on vous a fait signer des mandats pour vous inscrire sur Pennylane, d'accord, on vous a fait vous inscrire sur Pennylane, on est allé dire le numéro sirène de cette société, on est allé dire à l'annuaire, il va recevoir les factures par Pennylane. Nous, c'est ce qu'on s'est appliqué à faire, c'est de vous inscrire et de dire, je te donne mon sirène, ce sirène-là va récupérer avec Pennylane. Et chaque société doit faire ce travail. Je n'ai pas la stat à aujourd'hui, mais au 15 juin, il y avait 750 000 entreprises inscrites, alors que la réforme concerne 7 millions d'entreprises. On était à 10%. Aujourd'hui, je n'ai pas la stat, mais il y a 1 mois, il n'y avait que 10%. Alors nous, on était contents parce qu'on avait réussi à inscrire 95% de nos clients.
Donc, on était bien au-delà des stats. Mais en tout cas, chaque entreprise doit aller dire à l'annuaire, moi, je veux récupérer avec Penny Lane. Moi, je veux récupérer. Donc, je donne mon sirène et je lui dis, tu me donnes sur Cégide. C'est ça comme ça. Je veux que sur Collecto. Collecto, c'est la plateforme de facture électronique du Crédit Agricole, par exemple. Et je donne mon sirène. Donc, tout le monde doit se déclarer, d'accord? Et quand je déclare ça à l'annuaire, ça permet à toutes les plateformes qui sont autour, les PA, les plateformes agréées, donc Penny Lane est une plateforme agréée, toutes les PA, elles ont, moi par exemple, moi Vertical, je vais envoyer une facture, je dis à ma PA, donc moi je dis à Penny Lane, je veux envoyer une facture à un sirène, Penny Lane va chercher ici, il va prendre le sirène, il va le remonter là, et il lui a dit, ah bah celle-ci elle récupère par Cégide. Et du coup la PA, elle va l'envoyer à Cégide. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher l'info dans l'annuaire à chaque fois, et ensuite elle va envoyer à la bonne plateforme. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas trop notre problème, mais c'est pour vous donner le circuit. C'est-à-dire que si là, votre client en face de vous, il ne s'est pas inscrit dans une plateforme, quand on va demander ici, là, il n'y aura pas de réponse. Et il ne transmettra pas la facture. Donc, c'est essentiel qu'on soit bien inscrit dans l'annuaire pour éviter les problèmes de transmission de factures. Donc, ça veut dire que les factures, nous, on va les recevoir directement sur Penny Lane. Les factures de nos fournisseurs, on les reçoit directement sur Penny Lane. Exactement. OK. 1er septembre, je le mets là. 26, il n'y a que les gros fournisseurs qui vont me les envoyer comme ça. Si mon fournisseur, il fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas, un CAC, tu travailles plus avec. Non, ou un L'Oréal. Ouais. Un L'Oréal, il est là. 1er septembre 26, techniquement, il ne t'envoie plus de facture. Il va, lui, envoyer directement sur la plateforme de... Et nous, on va les récupérer où? Dans Penny Lane. On va vous faire voir après. Ah, OK. Le petit tuto. On va voir. Oui, on va voir. Voilà. Dans Penny Lane pour pouvoir récupérer qu'est-ce qu'il y a notre nom de la société. Voilà, exactement. Ça va arriver de la banque. Ça va arriver un peu de partout, mais en tout cas, là, on va centraliser dans Penny Lane. Donc, c'est à nous d'aller directement dans Penny Lane, de chercher nos factures. C'est ça. Ils ne vont pas arriver par mail. On verra après. On verra si elles arrivent. Aujourd'hui, dans le pilote, là, on voit, il y a des gens, ils envoient des factures sur la facture électronique et ils envoient un email en disant il y a une facture disponible. Okay. Alors, vous n'avez plus le PDF dans le mail, mais moi, par exemple, moi, Vertical, je vais continuer à vous envoyer des factures PDF parce que j'ai envie que vous ayez connaissance de cette facture, que ça soit quelque chose de transparent pour vous. D'accord? Pour eux, à leur tour, c'est pareil quand on envoie une facture à travers Penny Lane, on recevra pareil un avis. Exactement. Donc, ils ont notre facture disponible en tel format X. Voilà. Quand vous faites dans Penny Lane, pour vous, vous ne verrez pas tout ce qui se passe. Ça va se faire tout seul. L'idée, c'est ça. Là, l'idée, c'est de décortiquer pour comprendre ce qui se passe, parce que quand il y a un problème, par exemple, des fois, on ne comprend pas. Voilà. Mais c'est plus pour vous faire un peu le chemin, d'accord, de comment vont faire les documents. On pense quand même que les gens vont continuer à envoyer par mail au début, parce que voilà. Et après, si vous ne vous inscrivez pas dans l'annuaire, il y a des pénalités dont a parlé Clara. Donc ça nous pardon. Mais vous êtes déjà inscrite. Oui, étant donné qu'on est sur Penny Lane, on est déjà inscrit. Voilà. En tout cas, on vous a fait signer un mandat entre-temps. Et vous êtes inscrit parce que nous, on a commencé en juillet de l'année dernière à faire signer la partie mandat. Ce qu'on voulait faire là, nous, maintenant, c'était vous expliquer, vous former, vous faire voir comment ça va marcher et que la partie administrative, elle soit déjà terminée. Il en reste un petit peu, mais on est presque bon. Et avec les avoirs, c'est le même chemin. Pareil. Une facture, un avoir, ça sera un document, ça sera pareil. Tout passe dans les mains de l'État, en fait. Tout. Sauf 2-3 petites choses quand même, car si c'était si simple. Et alors, je voulais revenir sur un point qu'il faudra faire attention au risque de fraude, en fait. Les factures qui vont arriver sur la plateforme, ça sera important de vérifier le nom, le sirène, le RIB, voilà, parce que ça va engendrer
des risques de fraude avec un mauvais nom, un nom qui ressemble fortement à celui de votre fournisseur, et puis il y aura une lettre de différence. Donc voilà, il faudra faire attention. Donc, les étapes d'une facture électronique. Donc, à partir de septembre 2027, quand vous serez concerné par l'émission des factures, donc l'entreprise, vous allez créer votre facture électronique via votre outil de facturation ou directement via votre plateforme agréée. Cette facture va être transmise par la plateforme agréée au destinataire de la facture et aussi au portail public de facturation. Et ensuite, il y a la phase de réception, donc c'est-à-dire que la plateforme agréée du destinataire va recevoir la facture et va la mettre à la disposition de l'entreprise cliente. Et donc, de tout ça va découler plusieurs statuts obligatoires sur les factures, sur la transmission des factures. Il y aura notamment le statut déposé quand vous allez poser la facture sur la plateforme. Il pourra y avoir un statut rejeté par la plateforme si, par exemple, la plateforme reconnaît que le SIREN ne correspond pas à l'entreprise à qui vous avez voulu transmettre. Le destinataire pourra refuser la facture pour plusieurs motifs. Et ensuite, il y aura le statut encaissé qui contient la donnée de paiement avec la date et le montant. Donc, nous, on va avoir besoin du SIREN de chaque client qui va la facture. Ça suffit plus le nom, l'adresse, le SIREN. Exactement. Donc, on demande à tous les clients, sauf si on envoie entre-temps SIREN, les clients. Sinon, il faut demander à chaque client. Il faut demander à chaque client son SIREN, quand c'est un client professionnel, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que l'édition, vous allez être, vous, au 1er septembre 2027, donc on a encore 1 an, mais commencez à collecter ça, d'accord? Et après, on vous expliquera quand on a un client qui n'a pas de SIREN français, ou de SIREN français, d'accord? Donc là, c'est une autre procédure. Et quand c'est un particulier? On y vient tout de suite sur la partie des gens qui ne sont pas sirétisés, on va dire. Donc, il va y avoir deux systèmes de transmission. Donc, pour tous les échanges avec des entreprises, donc le terme technique, c'est l'e-invoicing. Donc, par exemple, vous recevez une facture d'un fournisseur français ou vous facturez une prestation d'un bien à une entreprise française. Donc, vous allez transmettre la facture via une plateforme agréée. Et ça sera à partir du 1er septembre 2027 pour vous. Et après, il y a le e-reporting. Donc, ça concerne les factures qui sont transmises pour des particuliers ou notamment pour des entreprises à l'international, donc que ce soit en Europe ou plus large. Donc là, le format de la facture sera libre et vous pourrez transmettre par n'importe quel moyen, donc par le moyen que vous utilisez déjà, la facture donc au particulier ou à ce client à l'international. Donc par exemple, vous vendez des biens et des services à un particulier ou vous intervenez pour une entreprise étrangère. Ça remplacera la DEB ou la DES ou... Non. Non, malheureusement, parce que tout ce qui est déclaration que vous faites aux douanes, donc que ce soit des DES, des DEB, ça va continuer, d'accord? Parce qu'on n'a pas Alors, on a quand même maintenant un peu de communication de chiffres avec l'administration fiscale directement, entre les douanes et l'administration. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le e-invoicing, donc la facture électronique, on va appeler comme ça e-invoicing, c'est le terme technique, je sais identifier la personne qui est en face, c'est-à-dire elle a un numéro SIREN français. Je fais une facture X, donc ça doit être fait comme ça. J'ai des clients qui sont tous des particuliers, par exemple, parce que je suis en commerce. Ça peut arriver, ça. Ou je fais des prestations à des particuliers. Là, ces particuliers-là, ils n'ont pas de SIREN, d'accord? Je peux continuer à faire mes factures comme je les fais actuellement, d'accord? En leur transmettant par n'importe quel moyen, comme a dit Clara, soit par mail, soit en leur remettant en papier, soit peu importe, la transmission de la facture. Par contre, mon obligation auprès de l'État, c'est de venir déclarer tous les 10 jours pour les personnes qui sont en TVA mensuelle, donc 3 fois par mois, c'est pas une mince affaire, le volume de chiffre d'affaires que j'ai fait. Si moi, par exemple, au mois de septembre 2027, du 1er au 10 septembre, j'ai fait une facture en Italie pour 5 000 €, j'ai vendu des choses à des particuliers pour 10 000 €, il faut que j'aille dire à l'administration fiscale, j'ai fait 15 000 € en e-reporting.
Je ne dis pas à qui j'ai vendu, je ne dis pas si c'était de l'international, si c'était du particulier. Je dis juste pour ça, je n'ai pas fait de facture électronique. Je n'ai pas fait de e-invoicing. Dans la même période, j'ai fait une facture à un client qui est situé en France. Là, je lui ai fait une facture électronique et là, j'ai envoyé la facture dans le circuit. Là. Mais il faut voir ça. Hein, c'est je sais identifier la personne qui a pris la prestation ou la livraison de biens. Je fais une facture électronique, c'est-à-dire il y a un SIREN. On ne peut pas identifier parce que c'est un particulier, parce que c'est une association sans but lucratif. C'est des gens qui ne se sont pas assujettis à la partie à adhérer à une plateforme. Là, on déclare une donnée, d'accord? On déclare un montant, mais on ne dit pas à qui on a vendu. Donc, si vous faites aujourd'hui, quand vous allez prendre un logiciel, là, nous, on utilise Pennylane. Pennylane, ils nous ont promis, ils nous ont dit, tu fais toutes tes factures dans Pennylane, et nous, on sait faire. Si c'est marqué que c'est un particulier et capable, je le mettrai dans ta donnée qu'on a déclarée tous les 10 jours. Si c'est un client à l'étranger, je le mettrai là. Si c'est un client français, je l'enverrai dans la plateforme. Et le but, c'est d'avoir des services comme ça de ces plateformes-là, d'accord, des fameuses 115 plateformes agréées, qui vous fassent un peu le boulot, d'accord? Parce que sinon, on peut aller saisir et compter tous les 10 jours et déclarer sous 4 jours. Il y a des délais, tout ça, mais ce qu'il faut, c'est mettre de l'automate, d'accord? Il va falloir mettre des automatismes, et c'est pour ça qu'il va falloir quand même s'astreindre à une uniformité de votre chiffre d'affaires. Même si on peut transmettre la facture par tout moyen, le but, c'est quand même que ça soit dans le même outil, quoi. Le client non assujetti, on le reportera dans le reporting? Oui. Oui, c'est ça. Prends-le plutôt sur le client qui n'est pas identifiable par un numéro SIREN. Oui. Parce que la réforme de la facture électronique concerne l'ensemble des structures qui ont une activité économique. C'est assez large. Des associations peuvent avoir une activité économique. D'accord ? Donc, il faut le prendre pas forcément assujetti TVA, pas TVA. Ce qu'on a vu hier, par exemple, quand on a fait la partie immobilier, on s'est raccroché à la TVA parce que ça permettait quand même d'être très clair. Si, par exemple, il y a un auto-entrepreneur aujourd'hui, vous achetez des prestations à un auto-entrepreneur, lui, il n'y a pas de TVA dessus. Et il est en dessous des seuils et il vous envoie ses factures comme ça. Il est assujetti parce qu'il fait des activités commerciales. Il a un SIREN, il a une activité commerciale. Donc, il doit vous transmettre les factures par les plateformes. C'est pas que ça va marcher dès le premier jour, hein, mais son obligation, elle est là. Je vais vous présenter un petit schéma qui récapitule un peu tout ça. Donc, comme disait Virginie, est-ce que je suis assujettie à la TVA? Donc, non, ça concerne uniquement les particuliers et les associations à objet non commercial. Sinon, on rentre tous dans le cadre du « oui, je suis redevable de la TVA ». Donc, après, on regarde si on est redevable ou après non redevable en tant que micro-entreprise. Et la partie la plus importante, c'est à qui est-ce que je vends. Donc, si je vends à un assujetti à TVA établi en France, qu'est-ce que je lui vends? Si je lui vends une prestation de service, on va transmettre les factures X, donc l'invoicing avec les données de paiement. Et si on vend un bien, on aura uniquement les données de e-invoicing, donc c'est-à-dire la facture électronique à transmettre. Et après, si on vend à un non assujetti, donc un particulier ou à l'étranger, est-ce qu'on vend une prestation de service? Dans ce cas-là, c'est du e-reporting et on transmet aussi les données de paiement, donc la date, le montant. Et si on vend un bien, c'est de l'e-reporting tout simplement. Ça, c'est pour la TVA. Hein. Lorsqu'on est en prestation de service, on paye sa TVA uniquement lorsque le client nous a payé. D'accord? L'État veut savoir la date, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que la donnée de paiement, à chaque fois qu'on est en prestation de service, elle est demandée. Et ça sera, là, par contre, une donnée qui va passer par du e-reporting, c'est-à-dire un montant par période. Et donc, ça, même les petits montants, on doit tout passer par là. On peut poser une question? Je lève la main depuis un moment. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Oui, super. Ce n'est pas sujet de ce slide, c'est parce que ça fait un moment que je lève la main. Ah, je voulais poser une question, s'il vous plaît, sur la TVA, c'est-à-dire à partir de quel moment l'État considère que la TVA est acquise. Je m'explique. Je reçois une facture ou j'envoie une facture. Cette facture est rejetée ou moi je la rejette.
pour des raisons XY. Comme c'est, si j'ai bien compris, tous les 15 jours, si j'ai bien compris, 3 fois par mois ou même 1 fois par mois, si la facture est présentée et rejetée à cheval des dates et des déclarations, la TVA, qui soit en réception ou en émission, donc chiffre d'affaires, est quand même enregistrée ou pas, ou il faut quand même faire une déclaration de TVA mensuelle comme aujourd'hui. Il faudra continuer à faire une déclaration de TVA mensuelle. Et lorsque vous allez rejeter la facture, cette facture sera annulée de votre comptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le flux va exister, mais il ne permet pas de déclarer la TVA. D'accord? Il va juste permettre de faire du contrôle et du rapprochement. Mais en tout cas, on va continuer à faire les déclarations de TVA mensuelles. Donc c'est toujours des déclarations manuelles ou automatiques si vous avez un IA, mais c'est à nous de déclarer et donc des retards aussi des déclarations, il y en aura toujours, etc., avec les pénalités. Ben oui, le truc, c'est que là, ils auront encore plus de moyens de contrôler. C'est-à-dire qu'ils auront le volume qui est passé par exemple, vous allez envoyer par une plateforme, d'accord? Les factures, en facture électronique, par exemple, vous aurez émis 25 000 € de facture, d'accord? Eux, ils auront cette information. Si dans votre TVA, vous déclarez que 15 000, eh ben, pour nous, ça va s'allumer en rouge chez eux. Non, moment, ce que je pose comme question, c'est que si la déclaration de TVA, il faut qu'il soit faite le 21 du mois, maximum à minuit, et la plateforme envoie une facture à 1h du matin du lendemain, ou vice-versa, il y a des pénalités, donc des déclarations de TVA s'il y a un contrôle de leur part? Parce que pour eux, peut être reçu, pour nous, non. Lorsqu'on fait la déclaration de TVA, on est d'accord qu'on fait une déclaration de TVA sur le mois précédent. D'accord? On déclare les données du mois d'avant. Donc, si vous avez une facture, par exemple, du mois de juin qui arrive le 22 juillet, il faut la refuser. En tout cas, elle sera refusée parce que, à mon avis, les plateformes vont mettre des incohérences en disant date de réception 22 juillet alors qu'elle est datée du 30 juin. On la refuse. La date n'est pas OK. La TVA, vous faites bien le mois qui précède, d'accord, quand on déclare les données de TVA. Donc, il y a quand même 3 semaines pour ajuster ça. Mais en effet, il faut qu'elle soit datée, faudra qu'elle soit datée de la bonne période, quoi. Oui, mais il y a une déclaration que vous avez dit 3 fois par mois, surtout ceux qui ont fait vers l'étranger ou sur des gens non assujettis à la TVA. Donc, dans ce cas-là, ils font comment le rapprochement? C'est quand vous émettez, d'accord? Ça, c'est vous qui faites. Celui qui met 3 fois par mois, c'est celui qui émet la facture. Donc là, je ne dépends pas de quelqu'un. Je dépends que de moi. Si aujourd'hui, par exemple, on a dit c'est du 1er au 20, le 20, oui, mais si l'autre rejette ma facture, donc je ne dois pas la mettre dans le reporting des 3 mois, mais à quel moment? Parce que ce rejet peut intervenir après mon reporting. Et ben pour moi, ça fait une régularisation sur la période d'après, elle va se mettre en moins. Et donc, cette régularisation, ce sera Penny qui l'a fait ou c'est à nous de la faire? Non, ça sera Penny Lane. Là, ça sera automatique. C'est-à-dire qu'il y a un rejet. Ouais, ça sera automatique. Tant qu'on sera bien dans le workflow, là, ça sera automatique. Là, t'étais bon sur le schéma. Bon, il est un peu technique ce schéma, mais il vous permet de voir que on peut être assujetti. On est assujetti à TVA dès qu'on a une activité commerciale. D'accord? Et après, on est redevable ou pas redevable de la TVA. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est pour bien dire, c'est pas parce que je paye pas de TVA que je suis hors réforme. L'idée, c'est ça. C'est pas parce que vous allez avoir un... Souvent, on va parler des auto-entrepreneurs. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a 7 millions d'entreprises qui sont assujetties à la réforme? Parce qu'il y a 2 millions d'auto-entrepreneurs. Donc maintenant, on va voir un petit peu les petits cas particuliers. Donc par exemple, le ticket de carburant ou le ticket de péage. Donc si vous avez un compte professionnel, vous avez une carte ou un abonnement, il s'agit d'une opération avec un assujetti à TVA. Le fournisseur va vous transmettre une facture électronique. Donc par exemple, vous faites le plein avec votre carte Total dans une station-service. Total va vous transmettre une facture électronique via sa plateforme qui va directement arriver sur votre plateforme agréée. Si vous n'avez pas de compte professionnel, par contre, vous allez faire votre plein. Et dans ce cas, il n'y a rien qui change pour vous. Vous allez prendre le ticket à la caisse
et vous déposerez votre ticket sur Penny Lane comme vous le faites aujourd'hui. Donc, par exemple, vous prenez l'autoroute sans télépéage, vous conservez votre ticket et vous le transmettez sur Penny Lane de la même façon qu'aujourd'hui. Tous les petits tickets. C'est pour ça que vous scannez tout le temps, tous les tickets que vous recevez, les tickets de caisse. Il faut tout scanner. C'est pas pour nous espionner, c'est pour mettre Penny Lane. C'est ça. Exactement. Parce que je posais la question pour toi. Ouais. Ben, parce que ça nous fait une traçabilité, en fait, si vous voulez. Hein. Aujourd'hui, on travaille avec des photos, on travaille avec des scans. Toutes les petites notes de frais, ce qui explique Cara, sur la partie, en tout cas, carburant péage, vous ne donnez pas votre sirène. Quand vous passez au péage, vous ne donnez pas votre sirène. D'accord ? Quand vous avez, par contre, un badge de télépéage, là, ils sont au courant. Donc, ils vont faire une facture électronique. Quand on va passer en tant que, sans s'identifier, ben, on va devoir continuer à faire les photos et à déposer sur Penny Lane. Et donc, pour les tickets de parking, il y a une adaptation des automates qui est prévue, mais pour l'instant, il n'y a pas de date d'obligation qui est définie. Donc, les sociétés de parking se doivent d'adapter leurs automates. Ils permettront de renseigner votre sirène et votre adresse électronique. Vous recevrez donc votre facture sur votre plateforme agréée. Donc, vous vous garez dans un parking souterrain. L'automate va vous proposer de renseigner votre sirène et votre adresse électronique. Et donc, après avoir rempli ces informations, vous allez recevoir votre facture via votre plateforme agréée. Donc, ça va fonctionner parking pareil que pour un abonnement au péage. C'est un peu étonnant d'ailleurs qu'il y ait un traitement particulier sur les parkings. Parce qu'on se dit, le ticket de parking, c'est comme les tickets de péage, quoi. Je sais pas ce qu'a fait Vinci qui construit les parkings. Je sais pas qui leur a fait. Pourquoi ils ont, eux, une adaptation à faire de leurs automates. Vous imaginez au parking, il va falloir mettre votre sirène. Il va falloir mettre votre adresse, quoi. On ne sait pas trop, vu qu'il n'y a pas de date d'application, on ne sait pas exactement comment ça va se faire. Mais c'est assez étonnant, cette différence de traitement entre le ticket de péage, où si tu l'as pas, il n'y a pas de souci, tu le prends, c'est pas grave, et le ticket de parking. Parce qu'on peut se dire, c'est quand même des entités qui sont importantes, qui gèrent les parkings. On peut penser qu'il n'y a pas forcément de fraude ou quoi que ce soit sur la collecte de la recette. Alors peut-être on pense mal, je ne sais pas. Moi, j'étais très étonnée qu'ils traitent les parkings de manière différente, en fait. Pourquoi ils ne les traitent pas comme du péage? Et puis surtout, c'est que le gérant va mettre son sirène, mais le salarié pourrait mettre le sirène de la société. De la société. Et même si c'est un déplacement personnel ou professionnel. Voilà, et c'est ce que disait tout à l'heure Clara, c'est les fraudes. C'est-à-dire qu'une fois, le salarié, il va mettre, il va se dire, ouais, bah, dans le flux, dans le... Oui. Ça va bien, Parce que quand on met notre numéro de sirène, excusez-moi, on paye le ticket. Oui, par contre, à mon avis, vous ne partirez pas sans payer. Ah oui, ce ne sera pas quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous ne laisserez pas passer. La barrière ne va pas se lever. Donc ça, c'est les petits on va dire les petites particularités, mais qui concernent tellement tout le monde. Comment ça va se passer? Et puis, il y en a une autre qui concerne tout le monde. Donc la dernière, c'est les notes de restaurant. Donc, pour mémoriser, il y a deux seuils, en fait. Il y a un seuil en dessous des 150 € et un seuil au-dessus des 150 €. Donc, en dessous de 150 €, il y a une tolérance sur l'identification du client assujetti. Donc, par exemple, le restaurateur peut traiter ces informations comme pareil pour un professionnel ou un particulier. Donc, vous récupérez votre note de frais, votre note de restaurant comme d'habitude et vous la déposez sur la plateforme agréée. En dessous de 150 €, ça ne vous empêche pas de réclamer une facture via votre plateforme agréée en donnant votre identification sirène. Par contre, au-dessus de 150 € par personne ou total? Total. Donc, on peut faire un découpage, un saucissonnage de la facture. C'est légal ou pas? Bon, ça, vous voyez avec le restaurateur, oui. Ouais. Si demain, même sans vouloir biaiser la réforme, demain vous partagez la note, le restaurateur va bien vous faire deux notes et il vous fera deux notes à 80 €. Mais là, on parle d'une obligation dont il y a des pénalités. Donc, est-ce que le restaurateur va être soumis à des pénalités s'il accepte de saucissonner la facture ou pas? C'est ça la question. Non. Par rapport à aujourd'hui, il peut faire ce qu'il veut. Demain, non. Non, il pourra faire ça. S'il veut faire si vous souhaitez avoir 3 factures pour pas donner votre sirène au restaurant, ça sera tout à fait possible. Et le restaurateur, il ne sera pas pénalisé.
il va te faire une donnée de e-reporting, c'est-à-dire il devra y mettre dans ses données où il déclare un montant de chiffre d'affaires réalisé et pas une facture qu'il a réalisée avec tel numéro sirène. Non, il ne sera pas pénalisé. Est-ce que les systèmes de caisse lui permettront de le faire? Ça va être ça la question. Virginie, j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux vous la poser? Bien sûr. Moi, je fais des notes de frais, donc je retiens tout ce qui est carburant, tout ce qui est restaurant et autres frais justement de péage ou de parking. Je retiens pendant pratiquement un an, et à la fin de l'année, je fais une feuille de frais et juste avant le bilan, je la passe dans ma comptabilité pour simplifier les choses. J'ai une vingtaine ou 25 lignes à peu près, pas plus. Qu'est-ce que je peux continuer à faire comme ça ou pas? Oui, on peut tout à fait continuer à faire comme ça. C'est-à-dire que si ce sont des frais que vous engagez avec vos deniers personnels, ce qui arrive souvent est qu'à la fin de l'année, on se fait rembourser ces frais. Il est tout à fait possible de passer une note de frais. Comme par exemple, on peut avoir un salarié qui va engager des frais pour un déplacement professionnel et on va pouvoir lui rembourser sa note de frais. On va continuer à faire on va continuer à faire des notes de frais. Là, une des choses qui posera problème, c'est j'ai une facture de plus de 150 € à un restaurant qui sont des frais professionnels qui sont engagés par exemple par un salarié, d'accord, et qui sont engagés pour la société. Il va falloir qu'il demande une facture électronique s'il paye avec le compte de la société. Et s'il ne paye pas avec le compte de la société, on pourra continuer à faire une note de frais. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on nous a un petit peu expliqué. Les cas d'usage, ce qu'on appelle les cas d'usage, c'est-à-dire toutes ces petites, les petits cas pratiques, d'accord, sont alimentés par l'administration fiscale de manière régulière. Donc je pense qu'on aura des précisions et qu'on va nous donner des petites fiches mémo pour nous dire, bah, dans tel cas, tu fais comme ça, parce que je pense que tous les cas n'ont pas été prévus. Mais en tout cas, le salarié qui avance lui-même avec ses deniers personnels ou le dirigeant qui avance lui-même avec ses deniers personnels peut continuer à faire des notes de frais. Il faut bien qu'il justifie, mais comme aujourd'hui, avec des tickets. D'accord. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Merci Virginie. J'ai une question concernant les justificatifs de déplacement TGV ou par avion. Parce que quand on prend le billet, on demande une facture et on va la récupérer sur l'adresse mail. Est-ce que les opérateurs vont déposer les factures directement via la plateforme ou Oui, oui. Si vous vous identifiez en tant que professionnel, c'est-à-dire que vous leur donnez une adresse de facturation électronique, la SNCF sera obligée de vous transférer une facture électronique. Mais ça veut dire qu'au moment de la demande, ils doivent me demander mon numéro sirène. Oui, tout à fait. Vous allez voir tout un tas de demandes des entreprises là où ils vous demandent vos adresses de facturation, de facture électronique. Et là, il va falloir donner votre sirène. On en a un peu, mais on n'en a pas tant que ça. Hein. Quoi, il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent. Hein. Oui, je te supprime. Ah, C'est plus simple. Oui, qu'est-ce que tu veux donc il va falloir quand même leur donner. Alors on peut penser, alors la SNCF, je ne sais pas exactement comment ça marche. Est-ce qu'on a des comptes entreprises? Est-ce qu'il va falloir forcément avoir des comptes entreprises pour pouvoir mettre son sirène? Et que finalement, si tel salarié prend son billet de train avec son compte à lui et le met en remboursement de note de frais, ben là, ça sera pas une facture électronique, ça sera encore un remboursement de note de frais. Oui, c'est une possibilité pour alléger le process, on va dire. Voilà. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qui est-ce qui paye. Si c'est l'entreprise qui paye, ben on a quand même intérêt à venir faire un compte pro quoi, où on est identifié et on va recevoir les factures. Si ce sont les salariés qui payent, en plus avec le billet de train, l'annulation, l'échange, bon, des fois ils nous donnent que la fin, c'est plutôt bien, c'est-à-dire que chacun a géré son truc. Et quand le salarié qui avance l'argent, je pense qu'il faut continuer de la note de frais comme vous faisiez actuellement. Quoi. Ouais, ok. Ok, merci. Ouais. Et donc maintenant, on va voir une petite vidéo pour voir comment on va recevoir une facture électronique sur Penny Lane.
Alors, excusez-nous. Avec Lucidchart, créer des diagrammes est un jeu d'enfant qui aide vos mails. La pub du truc. Meilleures idées à devenir réalité. Créez vos propres diagrammes. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment recevoir une facture électronique via PennyLane pour être au point pour la réforme au 1er septembre 2026. À savoir recevoir et uniquement recevoir des factures électroniques qui seront émises par vos fournisseurs réalisant plus de 50 millions de chiffres d'affaires, comme des entreprises de téléphonie ou de fluide par exemple. Pour ce faire, nous nous retrouvons donc sur votre plateforme PennyLane habituelle. Donc ici, rien ne change. Pour consulter vos factures fournisseurs, vous allez donc dans Achat, Facture fournisseur. Donc ici, c'est donc l'interface où vous pouvez voir toutes vos factures fournisseurs. Vous pouvez voir la source de ces factures grâce à cette colonne ici, source. Et vous pouvez voir ici, grâce au petit badge électronique, que nous avons reçu une facture électronique. Nous allons donc la consulter. Donc ici, vous arrivez donc dans l'interface où vous pouvez consulter la facture. Donc ici, votre format PDF et le fameux format FactureX, à savoir que le format FactureX, c'est le combo entre le format XML et le format PDF. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations de la facture et que ces dernières sont exactes, vous pouvez donc payer la facture, que ça soit avec vos moyens habituels ou avec votre compte pro PennyLane si vous en avez un. Si jamais il y a quelconque erreur sur la facture, vous pouvez la contester. PennyLane vous guidera ensuite durant toute la contestation. Vous pouvez refuser définitivement la facture. Cela indiquera au fournisseur qu'il doit faire un avoir. Ou alors signaler une erreur dans la facture. Et ici, le fournisseur devra faire un avoir partiel si votre refus est justifié. Donc, admettons qu'il y a une erreur sur notre facture. On continue. Ici, on qualifie encore cette erreur. Donc, vous voyez... soit une erreur sur les informations générales, sur le destinataire ou produits et services facturés. Admettons qu'il y a un problème sur la TVA. Et ici, vous choisissez l'erreur qui convient à la situation. Une fois avoir qualifié l'erreur, vous devez donc la soumettre. Et une fois l'erreur soumise, la facture change de statut et elle passe désormais, hop, vous voyez le statut en litige. Donc le fournisseur il sera averti et notifié du litige de manière traçable, comme l'exige la réforme, et il vous faudra donc gérer les statuts de facture dans PennyLane, les factures à payer, les factures déjà payées et les factures en litige. Nous venons donc de recevoir, payer ou alors contester une facture électronique dans PennyLane pour être prêt à recevoir ces factures à partir du 1er septembre 2026. Pour terminer, un sondage vous a été envoyé dans le même mail que cette vidéo. Il nous permettra d'organiser des réunions sur la facture. On va laisser un temps de questions. On vous remercie pour votre attention. Donc l'idée, c'était de vous faire voir un petit peu dans l'interface de PennyLane comment ça allait se présenter. Donc on vous invite à... alors je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont déjà, on va dire, familiarisés avec la plateforme. Mais si ce n'est pas encore le cas, de contacter votre collaborateur pour qu'il vous envoie l'invitation. Vous, votre dossier, il est monté dans PennyLane, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, nous, on a tout migré. D'accord ? Donc on est prêt, on va pouvoir recevoir. Et si vous n'avez pas encore cette démarche-là, vous pouvez le faire. Si on a des personnes qui ont leur comptabilité qui est tenue sur un autre logiciel, là, pareil, on a fait plusieurs communications au fur et à mesure, mais vous devez également vous équiper d'une plateforme agréée qui soit compatible avec votre logiciel comptable. Voilà. Si vous avez des questions, il faut contacter votre collaborateur et nous, on aidera votre collaborateur ou l'associé de votre dossier à répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, une question, s'il vous plaît. Avez-vous pu regarder le cas dans lequel quelqu'un il est inscrit dans plusieurs PA? C'est pas Exemple, je vous possible. porte la question parce que, ouais, justement, les banques aujourd'hui, notamment Société Générale, fait une pression d'enfer sur ses clients pour qu'ils accèdent à VisaP, leur Mhm. nouvelle plateforme. Et ils m'ont dit que c'est possible d'avoir plusieurs plateformes. On peut mettre des sirènes, des sirettes, si vous voulez. Et voilà, vous dites que c'est pas possible, eux, ils disent oui. Si par hasard on s'inscrit à plusieurs plateformes, parce que pour l'instant, Penny Lane, exemple, va pas, on n'est pas inscrit sous l'annuaire actuellement, il sera actualisé le 1er septembre. Oui. Donc pour le moment, on peut s'inscrire sur plusieurs plateformes. À votre avis? Aujourd'hui, on a eu beaucoup le cas, là, ce que vous expliquez avec la Société Générale, on l'a eu avec Conto. Conto, qui est une banque, vous savez, une néobanque qui a fait beaucoup de professionnels et qui a, on va dire, inscrit les clients de manière intempestive. C'est-à-dire que vous arriviez sur votre espace Conto, on vous demandait d'accepter les conditions générales. Bon, les gens, pour passer à l'écran d'après, ils finissaient par valider. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont inscrits sur Conto et on n'arrive pas encore à les changer. C'est-à-dire que moi, une fois qu'ils sont inscrits sur Conto, on n'arrive pas à les changer. Si vous avez encore, en effet, cet annuaire qui ne se met pas à jour, c'est-à-dire que là, depuis 3 mois, l'État n'avait pas très bien préparé cet annuaire, c'est-à-dire que déjà toutes les entreprises qui ne sont pas assujetties à TVA, elles n'étaient pas mises par défaut, donc c'est un peu un travail de titan, c'est un par un où ils les rajoutent. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on n'a plus l'information, elle ne se met plus à jour. Mais il y a 3 mois, elle se mettait à jour, assez bien. Mais maintenant, elle ne se met plus à jour. Donc aujourd'hui, c'est le premier arrivé, premier servi. Pour moi, celui qui va s'inscrire alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a demandé la place de manière dans le temps avant, il faudra faire un changement de plateforme. Le changement de plateforme, techniquement, c'est quoi? C'est avertir la plateforme 5 jours avant. Ça prend 5 jours à peu près. Oui, c'est la nouvelle plateforme en fait qui envoie une demande pour résilier votre précédente plateforme et il y a un délai de quelques jours avant l'acceptation. Donc c'est une seule plateforme pour émettre et pour recevoir. On ne peut pas avoir une plateforme d'émission, une plateforme de réception. Non, une plateforme pour recevoir. Pour émettre, on peut émettre autant de plateformes qu'on veut. Ah, ok. Merci. L'émission, si vous voulez, c'est vous qui envoyez, c'est vous qui routez, d'accord? Par contre, la réception, il faut que les autres plateformes, elles sachent où est-ce qu'ils doivent la router, cette facture. Donc, pour la réception, alors on a quand même cité l'exemple qu'on pouvait avoir plusieurs adresses de réception. C'est quand on a dit, vous savez, quand j'ai cité l'exemple sur les factures pour l'atelier et les factures de frais généraux. Là, j'ai bien 2 adresses de réception, d'accord? Et je peux avoir 2 plateformes différentes. Mais le truc, c'est qu'il faut dire je reçois avec telle plateforme. Par contre, à l'émission, moi, par exemple, je suis restaurateur, j'émets tout ce qui passe par ma caisse pendant mes services là. Après, j'émets des factures sur Penny Lane parce que je fais de la prestation traiteur. J'émets des factures dans Penny Lane. Et là, je n'ai pas besoin de déclarer quelque chose. À l'émission, j'envoie à ma plateforme et la plateforme va regarder à qui il doit envoyer ça. Et vous allez pouvoir changer d'outil quand vous voulez, à l'émission. À la réception, par contre, c'est beaucoup plus codé. Il faut que l'annuaire soit au courant de comment vous voulez récupérer la facture. Mais s'il n'y a qu'une seule adresse, il ne peut pas y avoir plusieurs plateformes. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un flou là, maintenant qu'ils ont arrêté de mettre à jour, là c'est un peu pénible, mais je pense que ce sera une question de temporalité, quoi, hein, celui qui a demandé le premier, quoi. Et nous, on est embêtés, hein, on a 25 clients qui sont sur Conto. C'est dur, hein. C'est-à-dire que pour changer, là, aujourd'hui, Penny Lane, ils n'ont pas encore donné le workflow, on ne peut pas encore demander le changement de la plateforme. Donc, on sait qu'on a des clients, les clients, ils ne savaient même pas qu'ils avaient adhéré à Conto. On dit non, mais je ne vais pas faire sur Conto, mais sauf que voilà, Conto a été très agressif, hein, et la Société Générale aujourd'hui pour eux c'est une manne d'informations, hein, il faut bien comprendre que toute cette donnée-là, tous ces groupes-là, ils vont pouvoir l'exploiter, d'accord, pour venir regarder ce que vous achetez, regarder ce que vous vendez. C'est sûr qu'il y a une manne de data, hein, qui est très attractive, et quand vous regardez la facture électronique, c'est les éditeurs de logiciels comptables ERP
on va dire tous les logiciels de gestion qui se mettent dedans, les banques et les assurances. Voilà qui est-ce qui se met dedans sur ces échanges-là. Parce qu'ils vont tout connaître, nos factures, nos habitudes d'achat. Voilà. Pour avoir les habitudes, pour avoir exactement ce que vous faites, à quel prix vous le faites. À qui on vend, ils connaissent tout. Et là, ils peuvent vendre aussi nos données à des autres sociétés pour pouvoir recevoir des mails, d'autres choses. Voilà, de démarchage, quoi. Oui, de démarchage. Donc, en effet, c'est un petit peu la guerre des plateformes, hein, pour le coup, hein, ça c'est sûr. Un peu la guerre des plateformes. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Donc, Penny Lane se réserve le droit de vendre les données des factures? Non. Aujourd'hui, c'est un client qui dit ça. C'est juste de dire, aujourd'hui, ils ont la donnée, ils vont l'exploiter. C'est-à-dire que Penny Lane ne vendra jamais votre donnée. Ça, il s'engage à ne pas la vendre. Mais on peut se dire qu'elle va quand même être exploitée, cette donnée, pour des utilisations internes, mais qu'elle sera quand même exploitée. À quel type d'utilisation interne, excusez-moi? Eh bien, je ne sais pas, mais par exemple, nous, quand on nous fait de la statistique, par exemple, sur nos clients du cabinet, aujourd'hui, Penny Lane est capable de nous dire, bah, tiens, dans tes clients qui ont ce code-là d'activité, tu as une moyenne de chiffre d'affaires de temps. Ils l'exploitent, si vous voulez, pour nous donner du service à nous. Alors, ça reste dans notre giron, d'accord? Mais ça reste un service où ils augmentent leurs prestations, quoi. Oui, mais c'est de manière anonyme. Oui, par contre, c'est de manière anonyme, et surtout, c'est pas quelque chose qui est vendu. Oui, c'est vendu à vous, oui. Enfin, c'est vendu à vous, mais c'est sous forme statistique anonymisée, j'imagine. J'espère. Oui, oui. Oui. Vous ne me rassurez pas, là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des contrats avec des clients sur lesquels il y a écrit que même le contrat est confidentiel. Donc, quand la facture est publiée, bah, automatiquement, le contrat n'est plus confidentiel et si quelqu'un l'exploite de façon non anonymisée. Non, et ça, après, c'est le tribunal qui va trancher. Hein. Oui, mais c'est quoi? La confidentialité de votre donnée, elle nous est garantie par Penny Lane. Donc ça, il faut être certain que ça reste confidentiel. Comme vous dites, c'est soit une utilisation qui de toute façon, on a cette information, elle n'est redonnée qu'au cabinet comptable qui a ce client. Ça ne mutualise pas avec les autres cabinets comptables. Ça, c'est la garantie que nous donne Penny Lane. C'est que la donnée qu'on exploite, c'est dans votre giron de client. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. À partir du mois de juillet, on va faire des factures. Oui. Comment on fait pour avoir accès à Penny Lane et tout ça? Vous demandez à votre collaborateur qui vous envoie une invitation. Ah, ok. D'accord. Avec un code. Et voilà, vous aurez un code d'accès, votre adresse mail et le code d'accès. Et vous pouvez m'envoyer ça aussi par mail Le support va être envoyé à toutes les personnes là, qui ont reçu l'invitation pour la réunion. Ok, très bien. Voilà. Parfait. On vous l'enverra. Oui, j'avais juste une question moi, concernant les factures fournisseurs. Je les insère dans Penny Lane au moment où je fais mon analyse mensuelle, enfin le traitement mensuel que je fais avec Penny Lane. C'est à ce moment-là que j'entre mes factures fournisseurs. Est-ce que je dois changer mon fusil d'épaule, faire différemment ou faire mieux? Ouais, sur la période un peu transitoire qui va s'offrir à nous là, du 1er septembre 26 au 1er septembre 27, il y a quelques factures qui peuvent arriver en format électronique. Donc, il va falloir aller regarder ce qu'on a. Vous savez, dans la petite vidéo, il y avait marqué la source là. Donc, celles-ci, elles vont arriver automatiquement. Donc, il ne faut pas les redéposer si vous les avez eues en PDF par ailleurs, par exemple. Il ne faudra pas les redéposer. Mais il y a aussi, à mon avis, 90% de vos factures qui vont rester des choses que vous allez scanner. Et au 1er septembre 2027, là, par contre, tout le monde sera dans l'obligation. Donc, on peut se dire que là, ça va se massifier. D'accord. Donc là, aujourd'hui, dans le process de production, quand vous faites votre compta du mois, vous allez aller voir ce qui est déjà arrivé, d'accord, facture électronique, les vérifier, les refuser si elles ne sont pas OK, d'accord, et puis déposer via des scans toutes les autres factures qui ne seront pas arrivées en format électronique. Là, il y a une espèce de période un peu transitoire. D'accord. OK, ça marche. Bah, merci Virginie, et merci à l'équipe pour toutes ces informations. Merci Jean-Charles. Si elles n'ont pas le bon format, on ne reçoit que par mail, on peut directement la refuser en 2027. En 2027, oui. On dit, bah moi je l'attends sur ma plateforme. Ouais.
Pourquoi tu ne peux pas me l'envoyer sur la plateforme? Ah oui, en 2027, nous, on refera de la communication sur l'émission. D'accord? Parce que l'idée, c'est on refera ça. Parce que sur l'émission, on aura quand même tout intérêt, parce que vous pouvez avoir des clients qui vont être à cheval, qui vont dire non, mais moi, le process, maintenant, il est comme ça. Donc, tu ne m'envoies plus une facture par mail, tu m'envoies les factures sur ma plateforme de facture électronique. Donc, on peut penser que dans cette période transitoire, vous allez pouvoir émettre des factures électroniques au 1er juillet, par exemple. Même si l'obligation, elle est qu'au 1er septembre, on va commencer à pouvoir s'entraîner, quoi. Voilà. Et tout le monde est obligé de les recevoir. Et aujourd'hui, votre client, il ne peut pas vous dire « Ah, mais moi, je ne peux pas les recevoir ». Et non, 1er septembre 26, il est obligé de recevoir des factures électroniques. L'État table là-dessus, sur le fait que ça se mette en route petit à petit dans l'année, et que date butoir 1er septembre, tout le monde y soit. Si on a un petit fournisseur après le 1er septembre 2027, ouais, nous envoie directement en mail, on refuse la facture, on dit... On peut dire, mais moi, je n'ai pas reçu. Elle n'est pas passée par la plateforme. Moi, je n'ai pas reçu la facture. C'est pas une vraie facture. C'est pas une facture. D'accord. Moi qui suis petit commerçant, je fais comme le restaurateur. Oui. Tout ce qui est en dessous de 25 €, je ne suis pas obligée d'y passer. Même pas. C'est-à-dire que vous, quand vous faites les factures à vos clients, vous allez, à chaque fois, c'est les clients particuliers que vous allez avoir. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, fait une prestation pour une entreprise. Oui. Là, il faudra faire une facture électronique. D'accord. Mais tout ce qui va passer sur le logiciel de caisse, on est Planity? Oui. On est Planity. Planity, ils vont être super. Hein. Ils vont être... oui, ils vont nous... Enfin... Ils vont être chers. Oui, non, mais c'est ça. C'est sûr que ça ne va pas coûter moins cher, hein, voilà, je pense, hein, l'idée. Hein, mais, vous allez toujours continuer à faire vos facturations de vos clients sur Planity, d'accord? Ouais. Encaissé. Et eux, tous les 10 jours, ils transmettront l'info. D'accord, c'est eux qui font à notre place. Sûrement, d'accord. Si jamais vos Planity vous disent bah, tu vas me donner 100 € de plus par mois, et vous leur dites ah bah non, il n'en est pas question, je ne vais pas payer ça 100 €. Penny Lane, ils nous ont promis un petit outil où on pourra venir saisir la donnée. D'accord? De dire du 1er au 10, j'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Du 11 au 20, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Mais il faudra venir saisir. Le mieux, c'est que ça soit quand même le plus intégré possible à votre outil et que ça parte tout seul. Penny Lane est en train de discuter avec tout le monde, avec ce qu'ils appellent des solutions compatibles, pour arriver à se plugger, c'est-à-dire à se connecter au plus possible de petites solutions de gestion comme ça. Donc, dès qu'on a des solutions de gestion qui sont métiers, là, on a un Planity où on sait que c'est la référence sur ces métiers-là, avec tout un service de prise de rendez-vous, d'organisation de journée. Penny Lane va dire, bah, moi, si toi, Planity, tu n'arrives pas à faire la plateforme, là, donne-moi les infos, je vais les envoyer pour toi. Aujourd'hui, c'est 130 solutions compatibles. Par exemple, on a du Batiroc, on a des choses, des logiciels métiers, où Penny Lane a pris la direction de dire, nous, on va se connecter au plus possible. Comme ça, on va vous centraliser la donnée. Donc, c'est vous qui allez vous connecter à ce logiciel plutôt que eux à vous. Voilà. Ok. Et faut que je regarde ça. Ouais, faut que je regarde ça en rentrant. Ouais. Tranquillement, parce que ça, c'est le 1er septembre 27 l'obligation. Ouais. Donc tranquillement. Ouais. Mais septembre 27 pour émettre. Pardon. Et pour ce qui concerne. Pour ce qui concerne la vente par Internet, via des sites Internet qui peuvent être hébergés, mettons, sur des hébergeurs à l'étranger. Est-ce que c'est la nationalité de l'hébergeur qui compte ou celle de la société qui vend pour émettre ou recevoir les factures électroniques? La facture, celui qui vend, c'est le vendeur. Lorsqu'on est sur des marketplaces comme ça, celui qui vend, c'est le vendeur. Il y a un truc, moi, j'ai pas encore isolé, c'est quand les stocks sont dans un autre pays. Je sais pas, avec Amazon, par exemple, vous pouvez avoir des stocks dans 7, 8 pays différents. Pour la TVA, c'est un petit bazar. Celui qui émet la facture, c'est lui qui voit si son client est étranger ou pas. Donc, quand vous êtes un vendeur sur une marketplace telle que Amazon, si vous êtes en France, que votre stock est en France, on va devoir émettre une facture électronique si on a un professionnel identifié en face, si on a un sirène, d'accord? Si on a un particulier, on va faire une donnée de e-reporting. Si mon stock est en Allemagne, ça je ne sais pas encore, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je suis un fournisseur français, j'ai mis du stock chez Amazon pour des raisons de logistique,
en Allemagne, à Amsterdam et en Espagne, par exemple. D'accord? Pour que mes produits, ils arrivent dans leur truc de prime, là, en 24 heures chez les gens, là. Ce système-là, lorsque je suis français, mais que je vends un produit qui part d'Allemagne pour aller chez un professionnel allemand, par exemple, je n'ai pas la réponse. Je pense que ça sera du e-reporting, mais on a des numéros de TVA dans tous les pays pour ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on précise. Aujourd'hui, ce qui pourrait arriver, c'est que le stock parte d'Allemagne et arrive en France. Ça serait ça, par exemple. Hein. Que la plateforme, en fait, je suis un vendeur français, j'ai un stock en Allemagne, sauf que c'est un client français, et vu la zone géographique, ils font livrer par l'Allemagne, par exemple. Je ne sais pas si ça peut exister. Bon, là, j'ai un problème parce que moi, entreprise, j'ai vendu quelque chose à un autre preneur français. Mais je n'ai pas la réponse sur toute la partie marketplace. On va avoir des précisions. Parce que c'est très répandu, il y a beaucoup de flux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Penny Lane, c'est inclus dans les honoraires ou ça va être une facture à part? Vous avez une ligne normalement sur votre facture. Si vous ne l'avez pas encore, elle va pas tarder. Du coup, voilà. Penny Lane, ça va être spécifié combien? En fait, ça dépend avec les clients. Souvent, ça a été mis en dedans des honoraires, d'accord, pour ne pas augmenter les honoraires. Ou alors, ça a été rajouté et on ne vous a pas fait d'augmentation sur les honoraires d'une année sur l'autre. Ça, il faut voir avec l'associé, d'accord? Mais l'idée, c'est, ça se trouve, elle n'est pas sur votre facture encore, la ligne? Je peux regarder, mais ça va être forfaitaire par rapport au nombre de factures. C'est forfaitaire. C'est forfaitaire. En réception, Penny Lane nous a dit que ça ne coûtera pas plus cher que ce que vous payez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une entreprise, elle paye 16 €, d'accord, par mois. D'accord? Si vous regardez vos factures, c'est 16 €. Si, pour la réception, Penny Lane nous a garanti pas d'augmentation de tarif. Pour l'émission, c'est là où ils nous l'ont dit à demi-mot là, au mois de juin, là, quand ils ont fait leur grand-messe, mais pour l'émission, on s'attend quand même à une tarification. Mais par exemple, ils ont émis un tarif, ils ont dit, si tu fais tes factures sur Excel, je sais pas, j'ai des clients, un prospect ce matin qui me dit, mais moi, je fais tout sur Excel. Voilà. Penny Lane va proposer de dire, tu mets un PDF, tu fais une impression PDF, tu le mets dans Penny Lane, et moi, je vais te le transformer en facture électronique et je transférerai à la plateforme de ton client. Mais pour ça, le PDF, il va dire, moi, dans le PDF, alors il aura reconnu des choses, puisqu'il y a de l'IA qui tourne derrière, il aura reconnu le nom du client, le sirène, tout ça, mais ça, il va falloir valider quand même. Et lui, après, il fera partir. Et ça, ils ont parlé de 4 € par mois. Donc, c'est pas... Vous voyez, ça peut... Par facture ou... Non, en tout. Donc, c'est pas des sommes astronomiques, mais eux, c'est dans la multiplication, quoi. Multiplié avec 7 millions. Voilà, c'est ça. C'est pas astronomique. Donc, à chaque fois maintenant, quand on reçoit des factures, quand on émet des factures, on doit payer. Dans une entreprise privée, dans un truc, on est obligé. Et vous allez payer plus ou moins cher avec le service qui est attaché à cette facture, à cette plateforme. Ça, là, aujourd'hui, en réception, par exemple, Collecto du Crédit Agricole, ils sont à 25 € par mois. Penny Lane, il n'y a pas de surfacturation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui étaient déjà des plateformes qui étaient payantes. J'ai vu des plateformes, par exemple, d'une boîte, d'un logiciel qui fait de l'ERP pour des ateliers de mécanique. Ils étaient à 28 € par mois. Tout va dépendre du niveau de service que vous allez avoir en face. Ils vont vendre du service. Ça risque qu'on reçoit des factures aussi de la part des clients. À la banque. La banque peut m'envoyer avec un petit montant pour PA, par exemple. Elle peut m'envoyer 50 centimes à la banque pour... Oui, pour... Ils peuvent faire ce qu'elles veulent maintenant. Parce qu'ils doivent aussi payer leur... Non, parce que vous payez qu'à un seul endroit, d'accord? À mon avis, vous allez payer là où vous émettez des factures électroniques, d'accord? Donc, si vous passez par Penny Lane, vous allez payer chez Penny Lane. Aujourd'hui, on n'a pas de tarif. Et ça se trouve, ça ne sera pas payant. En tout cas, ça sera compris dans l'abonnement qu'ils nous vendent. Si demain, vous voulez que ces factures-là, vous ayez des notifications ou qu'on vienne vous dire, tiens, que vous ayez des rappels, des choses comme ça, je pense que c'est ça qu'ils vont facturer. Ils vont facturer tout ce qu'il y a... Le socle, ils vont le laisser pour dire non, mais nous, on est gratuit. Vous avez Odoo, par exemple, qui a choisi d'être complètement gratuit.
Odoo qui est un ERP ouvert qui peut être paramétré pour n'importe quel type d'activité. Et eux, ils ont fait le pari de faire tout gratuit. C'est de dire, moi, on ne va pas commencer à tarifer des choses et tout ça, tu viens chez moi, ça sera gratuit. Ils veulent prendre du client. Mais après, comment ils tournent? Ils prennent du client. Eux, ils sont persuadés qu'ils vont prendre plus de clients en restant gratuits, quoi, dans la gratuité. Pour la facture électronique, hein, c'est gratuit pour la facture électronique, mais le reste est payant. Le reste est payant, ouais. C'est le service, c'est pas ça. Hein. Ils veulent pas facturer ça, ils veulent facturer le service qu'il y a autour. Okay. Et ben, en tout cas, je remercie tout le monde pour votre attention. Et puis, je vous souhaite un bon été à tout le monde. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'avais une question juste sur l'émission. Je ne sais pas si vous avez encore l'information. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager un pont d'extraction, écriture et d'intégration dans Pennyline comme on fait aujourd'hui pour vous? C'est-à-dire, si on fait une extraction sous un certain format de notre logiciel de facturation, est-ce que vous ne pouvez pas le réintégrer? Pour émettre des factures électroniques, c'est ça la question? Pour l'émission, oui. Ouais. On peut imaginer que si votre logiciel aujourd'hui de gestion fait des factures X, est capable de fournir les deux petits fichiers là. Non, fait de la facture lambda. Là, je parlerai juste de vraiment faire une extraction des données de la facture. Genre format Excel ou... Si, du coup, c'est ce que je disais, c'est que... Ou CSV, quoi. Ouais, si vous mettez une facture dans Pennyline, aujourd'hui, ils nous ont dit un PDF, par contre. Et lui, il va faire une lecture de la facture. Il va vous dire, bah voilà, moi, je te l'ai transformée en facture X et je peux la basculer sur la plateforme de facture électronique et du coup, la transmettre à ton client. Ça, il parlait de 4 € par mois pour faire ça. D'accord. Par contre, c'était pas forcément des... Là, il parlait de PDF. Hein. C'est-à-dire que c'est un PDF qui, avec l'OCR, venait lire l'information dans la facture. Est-ce qu'il y aura peut-être des fichiers structurés où ça pourrait rematérialiser des factures électroniques? J'en doute, parce que comment tu fais un fichier PDF dans le format facture X? Il y a quand même le PDF et l'XML. Et finalement, c'est beaucoup plus... le PDF, il n'y a personne qui peut le refaire à votre place. Par contre, le XML, il vient compiler une donnée structurée. Celui-ci, les OCR peuvent le faire et nous, on peut venir dire oui, ça c'est bien le hors-taxe, ça c'est bien la TVA, ça c'est bien le TTC. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que l'OCR n'étant pas sans faille, ça veut dire qu'il faut vérifier toutes ces lignes de facture. Ah bah oui, à mon avis, il faudra vérifier. Ouais, voilà. Ouais. Là où je pensais que si on fait une extraction, écriture et réintégration, normalement, il n'y a pas, à part faire un contrôle aléatoire, normalement, la colonne A reste la colonne A. Il n'y a pas de... Ah, mais vous ne rematérialisez pas le PDF en faisant ça. Ok. Le facture X, vu qu'il y a le PDF plus le XML, on pourrait faire le XML avec un fichier comme ça, en effet. Et il n'y a pas de risque. Ouais. Mais par contre, vous n'avez pas le PDF. Ok. Mais le PDF, nous, on l'aurait sur notre logiciel interne, quoi. Oui, mais comment tu l'envoies, en fait? C'est ça le truc. Ok, ça marche. Après, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de progrès qui vont être faits, hein, parce qu'on peut imaginer que... parce que vu que Pennyline essaye de se connecter à tout ce qu'il trouve là, s'ils arrivent à brancher un tuyau, ça se fera tout seul. C'est-à-dire que vous faites une facture dans votre logiciel de gestion, s'il est connecté en API avec Pennyline, il partira sur la plateforme de facture, hein, il n'y aura pas de problème. Non, je sais pas, c'était une idée. Voilà. Et ça peut évoluer vers ça, hein, en effet. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour les questions et merci d'avoir participé. On vous souhaite à tous un bon été et puis on se reparle. Si vous avez des questions sur la facture électronique, vous n'hésitez pas à contacter votre collaborateur qui peut-être reviendra poser les questions vers nous, mais n'hésitez pas à les questionner si vous avez des questions. Merci à tous.